On poursuit cette discussion donc avec Muriel Cagna-Fisseux, fondatrice et directrice générale de Stella Partners. Jean-Jacques Gressier, bonjour. Bonjour. PDG de l'Académie du Service, et Antoine Compin, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes donc directeur général de Manutan France. C'est vrai que, je le disais au début de cette émission, finalement, quand on pense performance, on pense rendement, compétitivité, et finalement, quand on écoute Muriel, on se dit « mais non, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça ». Vous, par exemple, chez Manutan, comment est-ce que vous définissez la performance ? Alors, j'ai écouté Muriel attentivement tout à l'heure et je rejoins sur beaucoup de points, notamment sur la performance n'est pas qu'économique. Et chez Manutan, nous sommes donc une entreprise de taille intermédiaire. On est distributeur de matériel aux entreprises en Europe. Et donc, nous avons 6 indicateurs que l'on suit régulièrement. Et tous les mois, on regarde attentivement. Alors, 2 indicateurs, pour le coup, qui sont assez économiques. Le chiffre d'affaires et la profitabilité, mais 4 autres indicateurs, vous allez voir, qui sont plus qualitatifs et qui rejoignent un petit peu ce que vous mentionniez tout à l'heure. La satisfaction de notre écosystème, donc la satisfaction de nos clients, de nos fournisseurs, de nos collaborateurs, ainsi que l'impact sociétal et environnemental de l'entreprise, qui est un 6e indicateur qu'on vient d'ajouter. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que l'entreprise n'a pas vocation qu'à obtenir une performance uniquement économique, mais qu'elle contribue à l'ensemble de la performance de son écosystème. Mais quand même, cela dit, c'est lié quelque part, parce que si votre client est content, il revient, il rachète, et donc vous êtes plus profitable. Enfin, je schématise, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est plus que l'idée. Chez Manutan, nous savons que les entreprises qui durent sont celles qui rendent leurs clients heureux. Donc il y a une vocation d'entreprise à satisfaire ses clients. On voit bien que c'est un cercle extrêmement vertueux. Ce qu'on défend, nous, c'est le bien travailler. Le bien travailler, c'est l'adéquation entre la performance économique et l'épanouissement de son écosystème. Dans l'écosystème, on a ses collaborateurs. Donc, on va évidemment favoriser l'épanouissement et le développement de nos équipes, mais aussi l'impact que l'on a auprès de nos clients, de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, on rajoute cette notion environnementale et sociétale. Donc, on travaille tous et on contribue à ce que l'écosystème, aujourd'hui, performe. Jean-Jacques Gressier, j'ai vraiment l'impression que dans ces enjeux de performance, aujourd'hui, on a donc le client qui est au centre. Comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Tout à l'heure, Muriel parlait d'enchantement client. Oui, je crois que Muriel a raison de parler aujourd'hui. Les entreprises qui font la course en tête sont celles qui à la fois travaillent sur l'enchantement client, et ça a été très très bien dit tout à l'heure, mais qui vont travailler aussi sur comment j'ai les collaborateurs les plus engagés. Et en fait, on a par moment, par rapport à ce qui vient de dire, opposé, je crois, à un moment, la performance financière, la satisfaction client, la satisfaction des collaborateurs. On a opposé ces concepts, et je crois que la crise a accéléré le fait d'être capable de les rapprocher. On ne sortira du marasme dans lequel on est encore un peu aujourd'hui qu'en réconciliant toutes ces dimensions. Quand on regarde bien les mutations auxquelles on est confronté aujourd'hui, le digital a été accéléré par la crise. Mais ce digital, il est porteur tous les jours de nouveaux services, de nouvelles satisfactions clients. Donc ça, on voit bien que la digitalisation participe de la satisfaction des clients. Mais on a bien vu aussi que cette crise, elle a augmenté la vision d'un monde incertain. On vit tous dans un monde incertain, et dans ce monde incertain, il a fallu redonner du sens. Il faut redonner du sens à l'emploi de nos collaborateurs, et parfois aussi redonner du sens à le fait de me choisir comme fournisseur ou de ne pas me choisir. Le sens, il a aussi permis de revaloriser des métiers de service. Souvenez-vous, au moment où on s'est tous fait confiner, on s'est mis à applaudir les infirmières et les médecins tous les soirs et à offrir le café aux éboueux. Et aujourd'hui, dans le train, pour vous, quelle est la personne qui vous rend le service qui est la plus importante ? Je pense que c'est sa personne qui nettoie les toilettes. Donc on voit bien que la crise, elle a changé la vision qu'on a du monde, et la vision de... Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous rendent service. Donc c'est ça aussi qui a participé d'une mutation importante. Et la peur de la crise sanitaire a aussi participé. Donc pour moi, il y a 3 dimensions. Il y a la mutation digitale du monde, il y a la mutation par rapport à un monde incertain, et en 3e lieu, il y a la peur sanitaire, qui est quand même, on est tous habités aujourd'hui par cette peur. Et cette peur sanitaire, elle a augmenté la conscience, je pense, de chacun de nous, peut-être de fois différentes, de l'importance de sauver la planète. Si j'ai peur pour moi, j'ai peur pour la santé, j'ai peur pour le monde, j'ai peur pour la planète. Donc ces 3 dimensions viennent de changer ce qu'était la performance de l'entreprise, où effectivement aujourd'hui elle est multidimensionnelle, mais elle est aussi en voie de capacité à réconcilier ces différentes dimensions et d'arrêter de les opposer. C'est pas parce que j'enchante mes collaborateurs que j'enchante pas mes clients, au contraire.
voyez, avant, on opposait les choses. Nous, on dit, c'est pas ou, c'est et. Mais justement, Muriel, comment on fait pour maintenir la performance de l'entreprise dans un environnement qui est tel que celui que vient de décrire Jean-Jacques, c'est-à-dire c'est incertain, on n'a pas de visibilité, on a toutes nos contraintes sanitaires, on a parfois nos problèmes d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on fait pour rester performant dans un environnement tel que celui qu'on connaît aujourd'hui ? Alors Jean-Jacques a prononcé un mot qui est fondamental, c'est le sens. La toute première réponse à cette question, c'est continuer à donner du sens ou en redonner quand on l'avait un peu perdu. C'est ça qui fait qu'on a envie de s'engager. Saint-Exupéry disait si vous voulez construire un bateau, ne commencez pas par donner le mode d'emploi et répartir les tâches au sein de votre équipe, commencez à donner à vos hommes et femmes le désir de la mer. Donc voilà, il faut continuer à donner le désir de la mer à ses équipes, quel que soit le niveau auquel on intervient, qu'on soit dans un COMEX, qu'on soit dans une équipe de manutentionnaires comme chez vous. Il faut redonner du sens absolument, il faut revisiter le sens de son entreprise, sa raison d'être, est-ce qu'on est en entreprise à mission ou pas, en revisitant ça par le prisme de la crise évidemment et de tous les éléments que vous venez de citer. Et puis la deuxième chose, c'est le lien, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fortement mis à mal par la crise et par la distanciation sociale, qui est un terme absolument épouvantable. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de liens, et quelle que soit notre personnalité, certains plus que d'autres, mais on en a tous besoin. Et le fait d'être en télétravail, le fait de beaucoup digitaliser les processus, le fait d'être de plus en plus loin de ses clients aussi parfois, rompt ce lien ou en tout cas le met à mal. Donc il faut beaucoup travailler sur ce lien, mais ce sens et ce lien, on les traite pas de manière stratosphérique et en dehors de l'activité. Et ce qui fait que on est tous là au sein de l'organisation pour travailler, c'est parce qu'il y a un client effectivement à satisfaire au bout, et il y a un métier ou plusieurs métiers à mettre en œuvre. Et donc il faut raccrocher ça au métier. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a envie de venir dans une entreprise quand on est un jeune diplômé ou quand on est en mobilité, en étant un peu plus âgé, qu'on a envie d'y rester, qu'on a envie de s'engager au quotidien, c'est la fameuse qualité de vie au travail ou le bien-être au travail, qui étaient des thèmes qui étaient très à la mode avant la crise, dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, mais on sent bien que ça revient quand même un peu avec cette fameuse symétrie des attentions, cette fameuse expérience collaborateur ou l'enchantement du collaborateur. Mais l'enchantement du collaborateur et le bien-être au travail, c'est pas le petit-déj gratuit, comme dans certaines entreprises californiennes. D'autant plus quand on est en télétravail. Voilà, c'est pas le baby-foot à la cafette. Évidemment, s'il y a des colos pour les enfants, des bons chèques cadeaux à Noël, effectivement, tout le monde est content, c'est la cerise sur le gâteau. Mais l'essentiel du bien-être au travail, c'est deux choses. La première, c'est justement cette qualité opérationnelle, cette efficience du flux au sein de l'organisation qui fait qu'on n'est plus seulement en silo, mais que les gens communiquent entre eux et qu'on va s'organiser les uns avec les autres pour satisfaire le client final, pour tenir la promesse client. Si je viens travailler le matin et que je sais que je vais disposer des moyens, des informations, des outils, des ressources nécessaires pour bien travailler, pour bien accomplir ma mission, je suis content d'arriver. Si j'arrive le matin et que je sais que je vais avoir des applications qui vont bugger, ça va ramer, et puis on me donne pas les bonnes infos, et puis j'ai pas ce qu'il faut pour travailler, forcément je suis en frustration dès que j'arrive et donc j'ai pas envie de m'engager. Et le deuxième levier du bien-être au travail, c'est la qualité du lien managérial. C'est est-ce que je suis en confiance avec ma ligne hiérarchique? Est-ce que je suis reconnue? Est-ce que je sais que je serai soutenue et aidée si j'en ai besoin? Est-ce qu'on va m'apprendre des choses? Ça, c'est un levier de motivation extrêmement important, l'apprentissage. Et en plus, c'est bien parce que non seulement ça nourrit l'engagement personnel, mais en plus, ça nourrit la richesse de l'entreprise. Une entreprise qui est performante, pour revenir au sujet, c'est une entreprise qui apprend tous les jours et dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'elle reste au top niveau, qu'elle se hisse au top niveau et qu'elle y reste. C'est parce qu'elle va continuer à apprendre tous les jours. Et donc voilà, est-ce que je vais avoir une ligne hiérarchique qui me donne des perspectives, qui m'apprend des choses tous les jours et qui m'accompagne? De l'apprentissage de l'entreprise à la digitalisation, je pense et l'innovation, je pense que ce sont des sujets qui sont très prégnants chez vous, par exemple chez Manutan. Comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là? C'est vrai que la digitalisation, évidemment, on pense gain de temps, efficacité, tout ça, mais il y a quand même la place de l'humain et ce fameux lien dont parlait Muriel. Où est-ce qu'on met la balance? Alors, la digitalisation, en fait, elle permet plein de choses. Je vais aller sur deux sujets. La digitalisation, elle va permettre d'améliorer, d'automatiser ses process, de gagner du temps, peut-être d'être moins source d'erreurs. Et puis, elle va permettre d'accélérer les transferts d'informations qu'on a avec un fournisseur ou un client, comme par exemple une commande, une facture ou une réclamation. Donc, vous voyez que ça améliore toute une série de process et qualité d'information, mais ça va surtout permettre d'allouer du temps pour faire
autre chose. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle communément des tâches à moins de valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai une commande que je récupère et je la ressaisis dans un autre système d'information. Le fait de ne plus avoir à faire cette tâche-là va permettre de passer du temps qui, pour le coup, a de la valeur ajoutée pour nos clients, qui sont en demande, Muriel le disait, d'autres choses, d'autres services plus qualitatifs et qui évoluent d'ailleurs quasi quotidiennement, où on va pouvoir allouer du temps, par exemple, aller plus profondément sur des besoins pour qualifier un devis. On va aller pouvoir plus loin sur un projet qu'on va mieux comprendre, mieux qualifier pour pouvoir mieux y répondre. On va pouvoir accompagner un client sur un conseil sur un produit, par exemple. Donc, toute cette digitalisation-là permet ça. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on accompagne les équipes pour aller dans le sens de cette transformation, puisqu'on voit bien que les compétences ne sont pas les mêmes. L'entreprise apprenante, qui est un terme que vous avez à peu près employé tout à l'heure, c'est quelque chose qui naît aussi par le développement de chacun de nos collaborateurs. Comment faire pour que nos collaborateurs aient accès à des compétences différentes, qu'ils se développent, qu'ils s'épanouissent et qu'ils aident surtout l'entreprise à continuer sa transformation. Un exemple, nous avons chez Manutan, au cœur de notre campus, un bâtiment qui s'appelle l'Université, qui est vraiment à l'équidistance de l'ensemble du campus sur lequel nous sommes, à Gonesse. Cette université permet à chaque collaborateur de se développer par des formations, qu'elles soient collectives ou individuelles, qui vont lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est quelque chose d'extrêmement vertueux et qui accompagne l'ensemble d'entreprises. Donc la digitalisation permet aussi en fait ce développement de compétences. On a parlé du client, on a parlé évidemment du collaborateur. Reste quand même que le client, il attend aussi une qualité et deuxièmement un prix qui lui soit convenable. Est-ce qu'il y a encore la place aujourd'hui pour des prix très bas, comme on a pu le voir pendant un temps, où finalement, vous citiez Amazon tout à l'heure, Muriel, c'est vrai que l'idée c'était de faire du volume avec des prix bas. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour à l'équilibre, Jean-Jacques Gressier, sur qualité-prix ? Alors on voit aujourd'hui que les concepts d'offres de produits et services à bas coût se développent bien. Mais quand on parle de qualité de service, on ne parle pas de ça. On parle toujours de l'écart qu'il y a entre la promesse que je vous ai faite, qui peut être une promesse de produits de luxe, une promesse de produits pas chers, mais quel écart il y a entre la promesse que je vous ai faite et le service que je vous apporte. La qualité de service, ce n'est pas l'évaluation du prix, c'est l'évaluation de l'écart entre ma promesse et ce que je vous dis. Je peux très bien travailler sur la qualité de service et être le champion du monde dans un magasin qui distribue les produits les moins chers du marché. Les magasins qui font la guerre... C'est réconciliable ça, parce qu'il y a quand même un coût du service. Alors, c'est réconciliable parce qu'effectivement, vous parliez de digitalisation, mais nous, on parle toujours de l'harmonie entre la digitalisation et l'humain. À chaque fois que je digitalise, effectivement, ça me permet de faire des économies dans la production du service, mais ça me permet aussi de réinvestir du temps dans la relation. Et c'est pas parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui digitalisent, font des économies de coûts de production, mais remettent une grande partie de ces économies dans le cadre de la relation client. Donc on ne peut pas poser une démarche qui voudrait satisfaire une demande de service à bas coût. Vous pouvez très bien prendre un avion low cost et attendre quand même une qualité relationnelle qui vous respecte, où vous êtes reconnu comme un être humain. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le low cost que vous êtes un numéro. Nous, on a travaillé avec McDonald's sur tous les restaurants de France. On voit bien que c'est quand même une entreprise qui a quand même... C'est quand même la restauration que peuvent se payer, on va dire, tous les Français. C'est le restaurant des familles de France, on peut le dire comme ça. Quoi qu'on pense du hamburger, c'est quand même ça leur approche. Mais quand on a travaillé avec McDonald's, on a travaillé sur le fait de dire on doit arrêter de considérer nos clients comme des numéros. On doit les accueillir comme une famille et on doit même aller les servir à table. Donc, il ne faut pas opposer... on ne peut plus opposer aujourd'hui la notion de bas prix ou la notion de ce service à pas cher avec la notion de relations humaines, de qualité de service et de satisfaction. Dans tous les cas, ce qui fera l'expérience client, c'est le souvenir émotionnel que le client garde de son expérience avec vous. Mais vous pouvez très bien avoir une expérience émotionnelle très satisfaisante pour un service à pas cher parce que vous aviez décidé que ce service, vous ne vouliez pas le payer cher, mais ce n'est pas parce que vous avez décidé d'y mettre moins d'argent que vous accepteriez d'être traité comme un numéro ou d'être maltraité. Donc une entreprise low cost qui ne traite pas bien ses clients, elle meurt. Mais alors qu'est-ce qui est le plus important, Muriel ? C'est la qualité de service ou la qualité produit ? Mais les deux vont ensemble. De toute façon, dès lors qu'une entreprise a une culture de qualité, elle l'applique aux produits et aux services. Ce qui est difficile dans les entreprises, souvent quand elles sont dans cette mutation justement vers l'expérience client, vers l'enchantement client, c'est que quand on fait des gains de productivité sur un processus donné,
comme il y a quand même un très fort conditionnement tayloriste des élites économiques et notamment des dirigeants de société, on a envie de profiter de ces économies, de cette productivité générée par la rationalisation pour gagner en profitabilité. Mais oui. Donc, quand j'entends un dirigeant comme celui qu'on est aujourd'hui avec nous, qui s'exprime en disant nous c'est génial parce que quand on fait des gains de productivité, directement on l'investit sur les collaborateurs, moi je bois du petit lait, mais je peux témoigner que c'est pas encore le cas dans tous les comités exécutifs et tous les CODIR de France ou d'Europe. Donc voilà, c'est ça la mutation qu'on a. Là, on a un précurseur en fait avec nous, il faut en être conscient. Voilà, quand on regarde cette émission et qu'on n'est pas dans les entreprises tous les jours, il faut être conscient quand même que tous les boards ne résonnent pas encore tout à fait comme ça. Même si ça commence à arriver pas mal dans le discours, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Alors après, comment on réconcilie les deux ? Ce qui est intéressant, c'est que dans ces démarches de satisfaction et de performance, notamment opérationnelle et client, on est dans des cercles vertueux. C'est-à-dire que plus on est performant pour fabriquer son produit, moins on génère de coûts de non-qualité, donc moins on génère de coûts. Plus on est performant d'un point de vue relationnel, dans son expérience client, plus on fidélise le client, plus il a envie de s'équiper chez vous. Et plus il va être prescripteur en plus. Ouais. Donc ça va aussi servir à la croissance. Et plus on est dans la performance collaborateur, plus le collaborateur s'engage tous les jours. La productivité d'un individu, c'est l'envie qu'il a de travailler. On peut venir au bureau ou être en télétravail et se connecter et faire toute autre chose, ou avoir l'esprit ailleurs et faire les choses de manière machinale. Et donc on n'innove pas, donc on ne fait pas d'amélioration continue. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant dans ces démarches de performance, que ce soit produit opérationnel, service, collaborateur, c'est qu'elles sont vertueuses. Dès lors que l'entreprise se les approprie, qu'elles sont bien incarnées par les dirigeants et par les lignes managériales, elles sont vertueuses et elles vont générer de la productivité, de la profitabilité qui va permettre de maintenir ses prix, voire de les baisser si le marché l'exige, si le niveau de concurrence l'exige. Alors Muriel, vous faites tout un tas de compliments, Antoine, en disant que vous êtes précurseur. Je ne sais pas si vous êtes précurseur, mais en tout cas, est-ce que ce n'est pas en lien aussi avec le type d'entreprise que vous dirigez, c'est-à-dire que c'est une ETI et qu'on parle souvent quand même de la performance des ETI ? Alors, je ne sais pas si c'est spécifique aux entreprises, mais je vais aller sur un sujet, sur la qualité des produits et des services, qui, pour le coup, est quelque chose qui est très important pour Manutan. La qualité du produit a une autre vertu, je trouve, c'est que quand on va s'approvisionner, par exemple, sur des marchés asiatiques qui ont peut-être vocation à fournir des produits peut-être de moins bonne qualité, peut-être à un niveau de prix plus intéressant, on voit bien ici que quand on va chercher des produits made in Europe ou made in France, qui est quand même quelque chose sur lequel on se focalise nous aussi en tant qu'ETI, parce qu'on a vécu quelque chose depuis 2 ans qui nous a amené et qui a catalysé vraiment ce phénomène-là, on va aller chercher des produits qui, par définition, sont de meilleure qualité, voire de très bonne qualité, mais qui peuvent aussi avoir un prix plus important. Et ça a une vertu aussi, c'est qu'un produit de bonne qualité va être plus simple à circuler dans une seconde vie du produit et à intégrer en fait une autre étape de la vie du produit qui va être potentiellement réparé ou réutilisé ou recyclé. Et là, on voit bien que plus un produit est de bonne qualité, plus il va être capable de rentrer dans cette seconde vie, dans ce second cycle de vie de ce produit-là. Donc, quelque part, on ne peut pas prendre en considération que le prix du produit. Il faut prendre en compte la totalité de la vie du produit qui va définir que dans ces cas-là, il est intéressant parce qu'il peut rentrer dans ce cycle-là. Vous comprenez ? Oui, absolument. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement avec Muriel. Aujourd'hui, les critères ESG sont de plus en plus importants et j'imagine que c'est aussi une attente des clients. Alors, c'est l'attente des clients, puis c'est aussi une attente qui va au-delà, puisqu'aujourd'hui, on demande aux entreprises de plus de 500 employés d'avoir une performance extra-financière. Donc, on a beaucoup parlé tout à l'heure de rentabilité, de performance économique. On voit bien que dans extra-financière, il y a quelque chose encore un petit peu différent, où on va aller aujourd'hui sur le bilan carbone des sociétés. On va demander à chaque entreprise d'être au clair sur sa consommation en propre pour pouvoir en fait gérer son activité. Quel est mon bilan carbone quand je consomme pour mon activité et puis quelle est ma consommation d'énergie aussi pour fonctionner. Et on voit bien qu'en Europe, avec cette nouvelle directive, la directive CSRD qui arrive pour les entreprises de plus de 250 salariés, on va même aller sur ce qu'on appelle le scope 3. Donc on va vous demander de montrer ce que vous consommez comme énergie, comme carbone, votre empreinte sur les relations que vous avez avec vos fournisseurs
collaborateurs et vos partenaires. Donc oui, il y a une vraie volonté d'avoir un angle extra-financier dans la performance, et c'est ça qui rend vertueux aussi le fait de s'intéresser non pas qu'à sa propre entreprise, mais à tout l'écosystème qui est autour. Et on rejoint quelque chose que j'aime beaucoup, nous parlait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est pas gagner contre, mais c'est réussir avec. C'est un très beau mot de conclusion. Merci beaucoup Antoine Compin, directeur général de Manutan France, Jean-Jacques Gressier, PDG de l'Académie du Service, et Muriel Cagna-Fisseux, fondatrice et directrice générale de Stella Partners. On se retrouve bien sûr le mois prochain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart at Work.